Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, merci, merci encore une fois à vous d'être là avec moi, de me suivre, merci pour vos pouces, merci pour vos gentils commentaires, merci, je peux voir aussi que vous faites suivre mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, pour qu'une chaîne grossisse, elle n'a pas de choix, soit elle se monétise, soit la personne achète des vues, achète des abonnés, et puis bien sûr, sur ceux qui sont déjà présents. Sinon, ben, on est un petit peu mis de côté. En plus du shadow ban. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans une ère où il est très dur d'être juste, de dire les vérités, d'être intègre. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de parti pris absolument ni d'un ni de l'autre. Le seul parti qui me blesse et qui me fait mal au cœur, comme beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui ont du cœur, c'est les populations qui souffrent, les morts, les blessés, les innocents qui se font massacrer. Tout ça parce que des dirigeants ont décidé que ça se ferait comme ça et pas autrement. Mentir, mentir sur les voisins, et puis dire des choses, bah, des fois qui sont vraies, mais des fois qui sont vérités détournées, camouflées ou mensonges mis en évidence. Ça, malheureusement, vous avez pu le constater, du moins que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui a raison, qui a tort. Bon, moi je ne suis rien, je suis qu'une petite médium qui utilise ses cartes pour aller beaucoup plus loin dans les visions des choses qu'elle a vues. Si vous avez bien regardé ma vidéo par rapport au monde, en plus je l'ai minuté. Bon, je fais toujours très attention à ce que je dis. Ben, je crois que je ne me suis pas beaucoup trompée. Je vais même dire, sans que mes chevilles gonflent, on est en plein dedans, quoi. Bon, alors, on va mélanger un petit peu l'histoire, un peu la géographie, plus l'histoire. On va parler de l'ancienne Perse, qui aujourd'hui on appelle Iran. Euh, ce pays possède une histoire fascinante qui s'étend sur des milliers d'années. Les origines anciennes, qui sont le territoire iranien, ont été habitées dès la préhistoire, avec des vestiges datant depuis 8000 ans. Ces vestiges ils avaient été retrouvés dans le Balout Chistan. Voilà. Les premières civilisations organisées apparaissent avec le royaume d'Élem, ouais, qui a prospéré dès 3000 ans avant Jésus-Christ. L'Empire perse, vers les 550 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand fonde l'Empire achéménide, un des plus vastes de l'histoire. C'est de l'Inde à la Méditerranée. Son successeur, Darius Ier, développe une administration avancée et construit Persépolis, la capitale impériale à cette époque. Bon, bien sûr, il y a eu les invasions, dynasties, après la conquête d'Alexandre le Grand, en 330 avant Jésus-Christ. L'Iran passe sous domination grecque avant l'émergence des Parthes et des Sassanides. Ouais. C'est pas mal hein, de bien chercher l'histoire, comment que ça commence. Hein. Qui ont restauré la grandeur de la Perse. En 651, l'invasion arabe introduit l'islam qui devient la religion dominante. Et cette religion dominante a été aussi combattue parce qu'il y a eu une divergence, d'où une autre branche de l'islam qui s'appelle l'islam petit à petit. Hein, ça s'est pas fait d'un coup. L'islam, il y avait l'islam sunnite et maintenant c'est l'islam chiite, hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'Iran moderne, au
au XVIe siècle, la dynastie des Safavides impose le chiisme, comme je vous le dis, comme religion d'État. Voyez, déjà, il y a eu une guerre de religion dans toute cette contrée-là. Ça a façonné l'identité iranienne actuelle. Après les Qadjars et les Pahlavis, la révolution islamique en 1979 transforme l'Iran en une république islamique dirigée par un guide suprême. On reviendra sur ça, l'année 79. Je continue à vous narrer l'histoire de l'Iran qui a été marquée par des dynasties puissantes, des conflits, mais aussi une culture riche et influente. L'Iran n'a jamais mené de guerre directe en Europe, mais son influence, ses actions militaires ont parfois eu des répercussions sur le continent. On verra après pourquoi. Les relations entre l'Iran et l'Europe ont été marquées par des tensions diplomatiques, des sanctions économiques et des confrontations indirectes à travers l'histoire. Je vais vous en donner quelques petits points clés. Par exemple, la tension actuelle est diplomatique. L'Iran entretient une relation complexe avec l'Union européenne, notamment à cause de son programme nucléaire et son influence régionale et de son soutien à des groupes armés dans les pays voisins. L'Europe a souvent imposé des sanctions économiques contre l'Iran en réponse à ses activités nucléaires supposées ou à certaines violations apparemment des droits de l'homme, les droits humains tout court, même pas le droit de l'homme, les droits humains. Alors, par rapport aux conflits directs et tensions diplomatiques, l'Iran a été impliqué dans plusieurs guerres régionales, notamment au Moyen-Orient, où ont eu des conséquences sur l'Europe assez accrues, je vais dire. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a son voisin, l'Irak, qui était rentré en guerre avec l'Iran, poussé par les États-Unis. Parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. L'Iran est un pays qui vendait du pétrole. Et le pétrole, il était en très très bon terme avec les États-Unis. Il n'y avait pas de problème. Oui, du temps du Shah d'Iran, attention. Ouais. Ensuite, les choses ont changé, les prix ont augmenté. Donc l'Iran n'était plus du tout intéressant par rapport aux Américains. Ils ont aidé l'Irak à mener une guerre avec l'Iran qui a duré, je pense, 7 ans. Et ensuite, on a vu ce qui s'est passé avec l'Irak, tout ce qui a été inventé sur l'Irak, destruction massive et tout, puis ils ont détruit ce pays-là. Ouais, c'est très très compliqué, très très compliqué. Alors, il a été dit que l'Iran a pas été dit là, on va dire accusé d'avoir orchestré et soutenu des opérations secrètes en Europe, notamment des attentats ou des tentatives d'assassinat contre certains opposants politiques. Jamais rien eu de vraiment factuel, mais bon, ça s'avance, ça le dit, donc il faut croire. Comme la guerre cybernétique et puis certaines influences. Donc, il est dit aussi que l'Iran était actif dans les cyberguerres avec des attaques contre les infrastructures européennes et avec beaucoup de campagnes de désinformation. Enfin, vous voyez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bon, est-ce qu'ils ont la rage? Moi, je suis pas là pour... Peut-être que le tirage va le dire, on ne sait pas. Alors, les relations entre l'Iran et l'Europe, bon, ils ont été marqués par des tensions diplomatiques, des sanctions économiques, des confrontations indirectes à travers l'histoire, mais aussi des tensions actuelles diplomatiques. L'Iran, parce que l'Iran entretient des relations assez sombres,
surtout, toujours, ça fait 20 ans qu'on parle des activités nucléaires et qu'il y a des violations des droits humains. Alors, revenons un petit peu sur la violation des droits de l'homme en Iran concernant plusieurs responsables politiques et militaires, ainsi que des institutions judiciaires impliquées dans cette répression. Alors bon, il y a beaucoup de noms qui apparaissaient, par exemple comme les chefs d'état-major des forces armées iraniennes, a été accusé d'avoir orchestré la pression des manifestations en 2022. Ouais. Notamment en appelant à des procès accélérés et des exécutions massives. Bon, il y a aussi, il parle qu'il y a une prison qui s'appelle Evin. C'est une prison, c'est une autre prison aussi de phare. Ces prisons-là sont sanctionnées par leur rôle dans la détention arbitraire et des violences contre les prisonniers politiques. Ah ben, je crois que c'est un petit peu le monde entier qui fait ça, hein, quand un pays attrape un espion ou par des temps de guerre, je ne pense pas qu'on leur sert du caviar et du champagne tous les jours. Voilà, bon, ben, ils sont aussi accusés de torture, de disparition forcée. Puis bon, alors, et ça date depuis 2022. Comme si qu'avant, tout allait très bien, puis tout d'un coup, ça basculait. Bon. Peut-être. Alors, ils disent que les peines de mort sont en hausse depuis 2023. Apparemment, 834 personnes auraient été exécutées, soit par exemple une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente. Les minorités ethniques, comme les Baloutes, sont particulièrement ciblées. Bon, si on vient parler de la peine de mort, il y a beaucoup de pays qui l'appliquent, en particulier les États-Unis, n'est-ce pas? Ouais, non vous êtes d'accord avec moi? Oui, je pense que oui. D'autres pays, la Turquie, beaucoup. Il a même été dit il y a très très longtemps que la Turquie ne pouvait pas rentrer dans l'Europe à cause justement de la peine de mort. Beaucoup de pays font la peine de mort. Bon, mais quand c'est des pays comme ça, ils n'ont pas le droit de... Ce qui veut dire que l'ingérence qui est de l'extérieur vers un pays intérieur, ça, les États-Unis et l'Europe aiment bien le faire et ils le font un peu partout. Partout. Revenons maintenant aux conflits directs. Bien que l'Iran n'a jamais mené de guerre directe contre un pays européen, il a été indiqué dans des attaques... il a été indiqué, et puis ils ont dit qu'il était impliqué dans des attaques sur des intérêts européens, comme le soutien présumé à des opérations clandestines, comme tout à l'heure je l'ai dit, de cyberattaques visant des infrastructures stratégiques. Alors le rôle de l'Europe dans le conflit au Moyen-Orient, des pays européens comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ont joué un rôle dans les conflits impliquant l'Iran, en soutenant parfois des coalitions opposées ou en cherchant à négocier des accords de paix, comme le plan d'action global sur le nucléaire iranien. Il devait y avoir, là, les jours qui suivent, une réunion avec les Iraniens, les États-Unis, justement pour parler de cela, pour trouver un terrain d'entente. Les Iraniens avaient même dit ouvertement qu'ils étaient d'accord pour parler du nucléaire avec les États-Unis, bon, qui n'avaient pas l'intention d'avoir l'arme nucléaire. Vous voyez, déjà, ils l'ont dit qu'ils ne l'ont pas. Mais par contre, ils souhaiteraient que l'embargo que a fait les États-Unis sur eux soit levé. Donc, il devait y avoir une réunion. Une réunion qui n'aura pas lieu puisque maintenant, on sait qu'Israël a attaqué l'Iran. On en fait une déduction ou pas, ça, c'est pas à moi de le faire. Alors, est-ce que aujourd'hui l'Iran continue à exercer une influence sur la géopolitique européenne, notamment à travers ses négociations diplomatiques et une tension avec certains États? Ouais.
ben, on va dire que ça tombe à l'eau. Mais on va revenir un petit peu beaucoup plus. Vous savez la date que j'ai donnée tout à l'heure de 1979. Qui a fait tomber le Shah d'Iran? Pourquoi la politique de Shah d'Iran ne convenait pas? Alors, la politique du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, il était beaucoup critiqué pour plusieurs raisons qui ont construit à son renversement en 1979. Alors, qu'est-ce qu'on reprochait au Shah d'Iran? Ben, ce qui lui était reproché déjà, c'était sa modernisation forcée et le rejet culturel. Le Shah voulait transformer l'Iran en une puissance moderne en s'inspirant, écoutez bien, des modèles occidentaux. Donc il avait imposé des réformes économiques et sociales comme l'émancipation des femmes et de la réforme agraire. Même ces changements ont été perçus par une partie de la population comme une trahison des traditions islamiques. Voilà. Il ne faut pas oublier que le pays est musulman chiite et non pas sunnite. Il y a une très grande différence. Ah bah, faudrait que je vous fasse quelque chose là-dessus, mais c'est très très compliqué. Alors, donc il y a eu des répressions politiques, il y a un genre de dictature. Alors, il paraîtrait que son régime, qu'il était autoritaire, avec une forte pression contre les opposants. Il y avait la SAVAK, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la police secrète. Elle était accusée de torture et d'exécution arbitraire contre les dissidents. Alors, il est extrêmement dépendant à l'Occident. Le Shah entretenait des relations étroites avec les États-Unis, ce qui a été mal vu par une partie du peuple iranien. Cette alliance avec Washington et son soutien à Israël ont renforcé l'idée qu'il était un marionnettiste des puissances étrangères. Voyez, le Shah d'Iran était pro-Israël, pro-États-Unis. Voyez, à réfléchir à ça. Alors il y avait aussi le gros problème qui lui était reproché, c'était les inégalités économiques, parce que malgré la richesse pétrolière du pays, une grande partie de la population vivait dans la pauvreté, tandis que les élites proches du Shah bénéficiaient de privilèges. Cette disparité a alimenté la colère populaire. Il y a eu, bien sûr, une montée de l'opposition religieuse, dont l'ayatollah Khomeini. L'ayatollah Khomeini, bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il en était de l'ayatollah Khomeini. Moi, j'étais jeune, je suivais ça parce que, chez moi, ça parlait beaucoup politique. Mais je me souviens très bien de ça. L'ayatollah Khomeini, il a été exilé en France. Et ça a mobilisé les masses contre le Shah d'Iran, dénonçant sa corruption, sa soumission à l'Occident. Son retour en Iran a été marqué par le début de la révolution islamique. Ces facteurs ont conduit à une révolte massive là-bas et a finalement renversé le régime impérial et instauré la République islamique d'Iran. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les dates. On pourrait, en 78, il y a la manifestation massive et grève paralysant l'économie. En 79, le Shah quitte l'Iran pour l'exil. Toujours en 79, le retour triomphant de Khomeini. Voilà. Et c'est toujours cette même année où ça devient une république. Mais cette révolution
qui a marqué un tournant majeur dans l'histoire du Moyen-Orient, modifiant profondément la géopolitique mondiale. Qui a aidé à faire ça? C'est une très bonne question. Eh bien, figurez-vous que c'est le président français, qui a accueilli et a permis l'exil de l'ayatollah Khomeini avant la révolution iranienne. Et ce président était M. Valéry Giscard d'Estaing, avec qui il avait donné les médias, il avait donné toute porte ouverte, il était bien reçu, il était où? Il s'est installé à Nelf-le-Château, près de Paris, monsieur Khomeini, chouchouté, bichouné, pour que il soit mis en place, aidé bien sûr par la France et puis tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi que la France lui a accordé cet asile pour intervenir directement dans la politique iranienne. Cet exil lui a permis de communiquer librement, bien sûr, avec ses partisans, voilà, et avec les médias aussi internationaux, parce que tout le monde était convié. Mais avant c'était écrit, pas beaucoup. Il y avait de la télé, mais pas trop. Ça aurait été maintenant, ça aurait été encore plus actif. Voilà. Déjà, on voit bien qu'il y a une influence qui est faite, ce qui a renforcé son influence et qui a accéléré la chute du Shah. Alors, c'est vrai que depuis la France, Khomeini envoie des messages révolutionnaires. Là, bien sûr, ses partisans appellent à la fin du régime impérial et instaurent cette fameuse république. Son retour a été fait triomphalement le 1er février 1979, par un avion français, pas de problème, on l'a emmené avec peut-être un petit peu vers la place Vendôme, vers Van Cleef, vous savez, tout est faisable. Maintenant, les conséquences économiques après cette révolution, les relations entre la France et l'Iran ont été fortement perturbées par la suite. Pourquoi? Parce que l'Iran a annulé plusieurs contrats commerciaux, notamment dans le secteur pétrolier, ce qui a eu un impact extrêmement négatif sur l'économie française. Alors ça a créé des tensions géopolitiques avec l'arrivée de Khomeini au pouvoir, et ça a marqué un tournant islamiste en Iran, modifiant les équilibres régionaux. En plus, la France a dû réajuster sa politique étrangère, notamment face à une nouvelle tension avec les États-Unis et les pays du Golfe. Cette détermination des relations, j'ai dit détermination, c'est plutôt détériorisation des relations franco-iraniennes après cette révolution. L'Iran a adopté une posture anti-occidentale, le contraire du Shah d'Iran. Donc tout ce qu'il avait promis, le Khomeini, c'était que du pipeau. Pour un religieux, mentir, je crois que c'est pas tellement sympa. Mais est-ce que les plus grands menteurs ne seraient pas des religieux? Je dis ça, je dis rien. Ce qui a entraîné une rupture diplomatique avec la France. Alors, les tensions se sont accentuées avec des prises d'otages au Liban, par exemple, dans les années 80, où des groupes proches de Téhéran ont ciblé des citoyens français. Voilà. Alors, l'impact sur la politique étrangère en France, c'est vrai que l'accueil de Khomeini a été perçu comme une erreur stratégique par certains analystes, car c'est vrai qu'il a facilité la chute du Shah et l'émergence d'un régime islamique hostile à l'Occident. Depuis, la France a dû réajuster sa politique, notamment en renforçant ses alliances avec les pays du Golfe. On fait attention, mais... Alors, maintenant que j'ai parlé de l'Iran, on va parler un petit peu de ce qui se passe
de ce qui se passe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui semble poursuivre plusieurs objectifs stratégiques et politiques en déclenchant une guerre contre l'Iran. Ouais. Alors, il avance que c'est pour affaiblir le programme nucléaire iranien, parce qu'il considère que l'Iran, c'est comme une menace existentielle par rapport à son programme nucléaire. On sait que les frappes israéliennes ont ciblé des installations nucléaires et des sites militaires clés dans le but de ralentir ou de détruire les avancées iraniennes. Voilà. Donc je te frappe avant même que tu penses un jour que je suis faible et que tu vas pouvoir m'attaquer. Ça a modifié l'équilibre géopolitique. Pourquoi? Parce que Netanyahou cherche à redéfinir les rapports de force au Moyen-Orient. En frappant l'Iran, il envoie un message fort aux autres acteurs régionaux, notamment aux missiliens chiites, soutenus par Téhéran en Syrie, au Liban et en Irak. Donc, ce n'est que le début d'une grande escalade. Il ne faut pas oublier aussi que il a été extrêmement critiqué par le peuple juif, qui, malgré l'ont soutenu pendant ce qui s'est passé au mois d'octobre, mais à force, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc, il y en a qui manifestent, qui sont contre lui, qui ne sont pas d'accord par sa politique là d'extermination, d'un nettoyage ethnique, et qui se soulèvent. Alors, pour renforcer son pouvoir politique, certains analystes estiment que Netanyahou utilise cette guerre pour consolider son leadership en Israël face aux critiques intenses et aux tensions politiques de l'intérieur du pays, et aussi des juifs en dehors du pays, dans tous les autres pays du monde, parce que ça manifeste, malgré ce qu'ils ne montrent pas beaucoup dans les médias mainstream, mais ça manifeste, ils ne sont pas d'accord avec cette politique. C'est une politique d'extrême droite. Et puis tout le monde n'est pas d'extrême droite. Hein. Une guerre, alors donc, cette guerre, dans son esprit, peut rallier l'opinion politique autour de lui et de détourner l'attention des crises internes par rapport à ce qui se passe à Gaza. Déjà, beaucoup ne parlent plus de Gaza maintenant. Hein. Alors, il y a eu aussi, il a été probablement influencé, pour influencer les négociations internationales. Hein. Alors, l'attaque israélienne pourrait aussi viser à saboter les discussions sur le nucléaire iranien, en provoquant une escalade. Israël espère forcer les États-Unis et leurs alliés à adopter une position plus dure contre l'Iran. Donc, moi je commence et vous venez. Ou bien on lui a dit, tu commences et nous arrivons. On verra. Bon, maintenant, une stratégie de déstabiliser le régime iranien. On va dire que le Premier ministre ne se contente pas de frapper des sites militaires. Certaines frappes ont ciblé des figures clés du régime, ce qui pourrait affaiblir la structure du pouvoir iranien et provoquer des troubles internes aussi. Ouais, mais bon, les questions viendront après. Alors moi, je vais dire que cette guerre pourrait donc avoir des conséquences majeures sur la région, sur la politique israélienne elle-même. Alors, la guerre entre Israël et l'Iran a des conséquences dramatiques sur les populations des deux pays. Maintenant, l'Iran subit des attaques israéliennes massives. J'ai pu voir que sur des sites militaires et nucléaires, ces attaques ont causé à peu près 300 morts. Et puis plus de 900 blessés. Mais bon, ça a tué aussi des femmes et des enfants. Alors, c'est vrai que il y a des peurs
les habitants de Téhéran et d'autres grandes villes vivent sous la menace maintenant, je ne sais pas depuis toujours, hein, vivent sous cette menace constante de bombardement. Hein. Bon, le régime iranien, il a toujours renforcé la surveillance et cette pression vis-à-vis de son peuple, hein, empêchant toute critique hein, de sa stratégie militaire. C'est un petit peu partout de ça, hein, c'est ce qu'on appelle, on n'a pas le droit de dire telle et telle chose, c'est mondial, hein, c'est mondial. Vous voyez ? Maintenant, les sanctions et la guerre vont aggraver la situation économique, hein, va rendre la vie quotidienne encore plus difficile hein, pour les Iraniens. Par contre, en Israël, une partie de la population s'oppose vraiment à Netanyahou et à sa politique de guerre contre l'Iran. Mais attention, hein, critiquer le gouvernement, c'est comme là aussi c'est pareil. Hein, tu critiques, ça ne va pas non plus. Hein. Alors, beaucoup d'Israéliens estiment que cette guerre est une manœuvre politique pour conserver le pouvoir, pour que Netanyahou conserve le pouvoir. Un petit peu ce qu'a fait Zelensky. Voilà, tant que la guerre est là, on reste en place, hein, malgré les crises internes. Hein. Bon, on sait que des protestations ont lieu un petit peu partout contre cette gestion de tous les conflits, parce qu'apparemment, il est en guerre avec tout le monde. Puis ils ne sont pas trop d'accord avec les décisions du gouvernement. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les Gilets jaunes, nous aussi, on n'était pas trop d'accord avec notre gouvernement. C'est pas fini. Hein. Alors, doute sur la nécessité de la guerre. Eh bien, beaucoup de citoyens, et puis ils en parlent même sur des plateaux de télé, hein, qui disent que non. Israël n'avait pas besoin d'attaquer l'Iran. Et que cette escalade met en danger la population israélienne. Cette guerre, elle pourrait redéfinir les équilibres politiques en Israël, en Iran, avec des conséquences prévisibles pour des populations civiles. Alors bon, les réactions internationales à cette guerre, hein, qui a été déclenchée, voulue, préparée, orchestrée par Israël. C'est partagé, ça oscille entre soutien, condamnation, appel à la désescalade. Bon, les soutiens d'Israël, on le sait, les États-Unis, sous Donald Trump, ont qualifié les frappes israéliennes de nécessaires, tout en appelant l'Iran à négocier sur son programme nucléaire. C'est pas facile. Hein. La France, bien que critique sur l'escalade, a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre, tout en appelant à une solution diplomatique. Tu te défends, oui, quand on t'attaque, mais quand toi tu attaques et que la personne te donne une baffe, c'est bizarre, ça ressemble un petit peu, quelqu'un te frappe, tu lui donnes une baffe, mais parce que tu lui as rendu la baffe, tu passes devant le tribunal. C'est... Hein? C'est pas très très juste. Hein? Voilà. Bon, l'Allemagne, comment qu'elle s'appelle l'autre pays, la Tchéquie, hein? La Tchéquie, ils ont également exprimé leur soutien à Israël, dénonçant des violences. Alors eux, c'est encore mieux. Ah, ils dénoncent carrément les violences iraniennes. Hein? Ouais. Par rapport aux accords nucléaires. C'est un peu bizarre parce que ils ne les ont pas attaqués avec du nucléaire, mais enfin bref. Alors, ce qui condamne ces frappes israéliennes, bien sûr, c'est la Russie qui a dénoncé une attaque inacceptable. Et la Russie affirme que ça peut déstabiliser toute la région. La Chine, hein, si vous regardez bien mon jeu de Le Monde, point par point, hein, la Chine se dit préoccupée et elle appelle à des escalades immédiates. Alors attention, parce que je ne veux pas vous les énumérer tous. Plusieurs pays arabes, on va parler de ça, hein, dont l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar,
Ils ont condamné les frappes israéliennes, les qualifiant de violations flagrantes des droits internationaux. Mais la question elle serait, quand on regarde une carte de géographie, pour atteindre l'Iran, il faut passer soit par l'Arabie Saoudite, soit par la Turquie, soit par la Syrie. Qui a ouvert son espace aérien parmi les pays arabes? C'est une bonne question. L'histoire nous le dira. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives de paix? Ça aurait été il y a quelques temps, on aurait pu dire que, ah non, il n'y aura pas d'escalade immédiate. Les deux camps campent sur l'opposition, les discussions indiscrètes entre Washington, Téhéran sont prévues à Oman, mais la participation iranienne reste incertaine maintenant. Emmanuel Macron, lui, tente de jouer un rôle de médiateur. Mais la France n'a pas été impliquée dans les opérations militaires. Donc la situation reste extrêmement tendue. Les appels à la paix semblent un peu entendus pour le moment, mais qu'est-ce qui va en être? Va-t-il y avoir une escalade? Va-t-il y avoir encore plus de... C'est là que on va commencer à poser des questions. Alors, des questions avec un tarot et avec le tapis du tarot, qui est en principe une croix celtique, mais comme je n'ai pas assez de place, donc je l'ai fait comme ça. Alors, on va commencer ici. On va le faire en 10 axes, si vous voulez bien. Alors, en 10 axes, le présent, qui est ici. Le présent, à laquelle je vais poser quelle est l'énergie dominante qui caractérise le conflit actuel. Alors, l'énergie dominante. Alors, comme il y a Israël et il y a l'Iran, donc j'ai pris deux tarots. Oh là, il y a un bruit qui vient de... Ça continue à bombarder. Donc, les énergies dominantes, Israël, Iran. Alors, Israël, je parle des énergies dominantes qui caractérisent le conflit actuel, dans le présent. Dans le présent, Israël a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de se recentrer. Elle a des besoins. Donc, elle fait appel aux États-Unis, elle fait appel à l'Europe pour venir renforcer sa position pour aller dans l'attaque. L'attaque, parce que là vient l'Iran et là on voit la tour. Alors je dirais que là, Israël, son souhait, énergie dominante, actuelle par rapport au conflit, elle souhaite détruire l'Iran. Elle souhaite détruire l'Iran. Attends, on va faire l'inverse. L'Iran. Donc, je prends Israël, Iran. Maintenant, je vais poser Iran, Israël. Encore une autre méthodologie de tirage. Alors, l'Iran, qu'est-ce qu'elle souhaite? L'Iran, ici, avec la grande prêtresse, elle veut se libérer. Elle veut se libérer. Par rapport à ses énergies, il y a une grande émotion là-bas. Elle se trouve bloquée, et elle se sent vraiment agressée. Sa couronne est à l'envers. Les énergies, elle pense qu'il va y avoir encore plus de dynamisme
parce que je pense qu'il y a un problème avec l'armement avec eux. Ils ne sont pas si armés que ça, alors qu'ici, ils sont énormément armés. Et Israël, eh ben, vient encore la grande prêtresse. Pareil, mais la grande prêtresse se sent puissante ici. Elle se sent puissante, Israël se sent extrêmement puissant. Les énergies dominantes qui caractérisent le conflit, elle se sent en puissance parce qu'elle est énormément aidée par beaucoup d'alliés. Voilà pour les énergies, donc on les enlève. Et on va maintenant, la problématique, le problème. Est-ce que ce problème va être résolu? Quel est l'obstacle majeur qui empêche une résolution ou une désescalade? Donc c'est un problème. Alors, Israël, Iran. Les obstacles majeurs, hein. Le diable. Alors là, c'est une carte qui est droite. C'est vraiment... Alors là, quels sont les obstacles majeurs qui empêchent une résolution et une désescalade avec le diable qui est... on va continuer. On va tout déglinguer. On reste dans manipulation. Je suis désolée, hein, ceux qui connaissent les cartes, ils peuvent en parler d'eux-mêmes. Hein. C'est vraiment une approche qui a été faite qui, de toute façon, quand tu attaques, c'est malhonnête. Hein, c'est malhonnête. Et l'Iran, quel est l'obstacle majeur? L'obstacle majeur, c'est vient la roue de fortune qui est droite. L'obstacle majeur, ça serait que le monde ne comprenne pas ce qui se passe. Que le monde ne soit pas lucide et objectif dans ce conflit. Maintenant, on fait le contraire. Non. Alors, les problèmes sur les obstacles majeurs. La lune qui est droite. La lune, donc, il y a beaucoup d'inconscience. Ouais, il y a beaucoup d'inconscience. Il y a encore des hésitations, des incertitudes hein, qui viennent. Et comme ça vient sur le monde, il y a un doute. Maintenant, il y a vraiment un doute. Un doute qui est pour les peuples. C'est les peuples maintenant qui voient les choses autrement. Il y a un doute qui est là et il y a le magicien à l'envers. Donc, je dirais que les obstacles les obstacles majeurs qui empêcheraient une résolution, c'est que les choses étaient faites impulsivement, un petit peu trop précipitamment, mais c'était maintenant ou jamais. Ouais. Alors maintenant, on va aller vers la conscience. Alors la conscience est là et l'inconscience est en bas, donc je vais poser ici. Alors, la conscience d'Israël et l'inconscience d'Israël. La conscience, le chariot, aller très vite, aller plus vite et tout détruire. Ça, c'est dans leur conscient. Dans l'inconscient, ça parle... Alors là, vient le pape. Donc, ça vient le pape et le pape, il est à l'envers. Donc, le conscient, leur conscient de ce que savent les dirigeants implique sur les véritables enjeux de cette guerre. Donc, pour eux, on va aller très très vite. Et puis sort, bien sûr, le pape. Donc, ça, pour eux, ça a vraiment un caractère religieux. Hein. Ici, c'est le conscient. La question est dans le conscient. Que savent les dirigeants impliqués sur les véritables enjeux de cette guerre? L'inconscient, les éléments cachés, influençant et le conflit sans
être pleinement perçu? La réponse, elle est ici. On veut aller très vite. Sous quelque chose de caché. On dit que c'est pour le nucléaire et tout. En fin de compte, non. C'est pour eux, c'est plutôt religieux. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, posez ça ici. Maintenant, la même chose, conscient et inconscient par rapport à l'Iran. Conscient, l'inconscient. Alors, ce que savent les dirigeants. Le jugement. Le jugement est venu ici. Dans le conscient, ça parle de jugement et en plus, elle est droite. Ils s'y attendaient. Ils s'y attendaient à ce que tôt ou tard, ils allaient être attaqués. Ils le savaient parfaitement. Ah, mais les éléments, est-ce qu'ils étaient vraiment prêts pour ça? Eh non, ils n'y étaient pas prêts. Ils n'y étaient pas prêts parce que là, il y a l'ermite. Hein. Il y a l'ermite qui est venu et l'ermite est droit. Alors là, je dirais par rapport à l'Iran, ils étaient c'est pas qu'ils n'y étaient pas prêts dans leur conscient et de leur inconscient, ils n'y étaient pas prêts parce que militairement, ils sont pas forts. Hein. Ben non, ils sont aidés, ils sont soutenus par la Russie, mais la Russie elle-même est en guerre. Voilà pourquoi que la guerre de la Russie, tout a été fait pour qu'elle soit provoquée et maintenue et qu'il ne faut surtout pas signer la paix avec la Russie parce que la Russie, là, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, la Russie serait venue au secours de son allié. Alors, les éléments cachés influents par rapport aux éléments reçus ici avec l'ermite, hein, ils essayent de gérer. Bon, en tout cas, ça provoque un énorme stress. Hein. Partout, en plus, ils ont eu des dirigeants qui sont morts et tout. Ça provoque quelque chose de très, 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 très accru. Maintenant, on regarde un petit peu le passé. Quelle influence historique, façon, non, parle pas du passé, de toute façon, on le sait très bien. On va plutôt, donc je saute la partie 5, je vais directement à la partie 6 pour pouvoir faire une conclusion. Alors la partie 6, quelle direction semble se dessiner pour l'évolution du conflit? Alors, l'avenir qui est ici. Israël, Iran. Quelle direction semble se dessiner? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? La roue de fortune et l'empereur. Ah. La roue de fortune. Et la roue de fortune, ici, elle est droite. Alors, c'est pour ici, c'est bien l'avenir. Israël compte sur le destin cyclique pour une nouvelle transformation et un déplacement pour un effacement. Guerre. Hein. Et pour l'Iran, l'empereur. Et l'empereur est droit. L'empereur représente une autorité, représente les structures, le règne et une domination. On va les recouvrir. Qu'en est-il pour l'avenir? Le diable est sorti sur Israël et le diable est à l'envers. Ouais.
tout a un terme. Cette puissance, cette détermination, cette manifestation d'être tout, prendre tout. Ça parle d'enclave, ça parle de puissance. C'est clair. La roue de fortune risque de changer. La donne risque de changer. Vis-à-vis même du monde. Hein. Sur l'empereur vient la tempérance. C'est bien qu'il vient la tempérance, et en plus la tempérance ici, elle est droite, ce qui veut dire que rééquilibrer, oh, j'ai du mal à le dire, donc ça va être dur, hein. Rééquilibrer les choses pour transmettre quelque chose. Bon, apparemment ça parle qu'il va y avoir une réunion. Ça serait bien que Téhéran y participe à cette réunion pour pouvoir parler. Ouais. Alors maintenant, on va regarder ici le regard extérieur. On va commencer par le regard extérieur, comment la communauté internationale perçoit et réagit à cette guerre. Ici, par rapport à Israël. Hop là, elle vient de tomber, donc je la garde. Et par rapport... Alors, les regards du monde extérieur. Comment c'est que c'est partagé? Regard extérieur pour Israël vient la carte de la force. Et la carte de la force à l'envers. Alors la force à l'envers, ce regard extérieur, c'est que sans les alliés, Israël serait en faiblesse par rapport à son intolérance. Et le regard extérieur, c'est l'aggravation de cette cruauté. Parce que regardez, hein, c'est ça, hein, le lion est tout maigre, tu veux lui ouvrir la bouche alors qu'il ne mange pas, quoi. Pour l'Iran, le fou à l'endroit. Fou à l'endroit, ici, ça parle de quelque chose de nouveau. Alors, le regard du monde extérieur, comment la communauté internationale perçoit et réagit à cette guerre contre l'Iran, les gens disent, tiens, ils regardent maintenant l'Iran d'un autre œil. C'est une nouvelle vision, un nouveau regard. Et cette carte-là représente aussi les émotions. Ah, ici, il y en a un qui n'a pas trop la côte. Hein. Alors, la côte, ou lapsus révélateur, je ne sais pas. Donc, ça c'est le regard du monde extérieur pour Israël. Ces alliances sont les amoureux, mais elle est à l'envers. Donc les alliances, elles vont du monde extérieur. Hein, ça devient de plus en plus bancal. Tout le monde ne suit pas aussi aveuglement que ça. En particulier les peuples. Hein. Par rapport à l'Iran, la justice. Et la justice est à l'envers. Alors la justice, sur le fou vient la justice, ici elle est à l'envers, il y a eu un... Ça parle de jugement, ça parle de condamnation directe, ça parle comment on appelle ça? D'une certaine rigidité, d'une incertitude par rapport à ça, par rapport à l'Iran. Comme quoi que elle a été trop diabolisée, quoi. Ouais. Maintenant, on va regarder le regard des peuples. Des peuples, le peuple israélien et le peuple iranien. Alors, comment la communauté des populations locales vivent et ressentent ce conflit, comment qu'ils le ressentent,
comment ils le perçoivent. Hein. Du côté d'Israël, la tour. Pour eux, comment ils perçoivent et ressentent ce conflit, leur regard du peuple intérieur, c'est vraiment un changement. C'est un changement soudain. Vous savez, la tour qui est Maison Dieu, ça représente souvent le changement hein, et se remettre en question. Parce que si on n'y remédie pas, en tout cas, eux, ils voient ça comme ce changement soudain qui était prémédité. Ils y voient le chaos, parce qu'on parle d'une guerre. Hein. Par rapport aux Iraniens, vient le pape. Et le pape est à l'envers. Alors, comment voient ça les populations populations iraniennes, ils ont toujours été brimées. Et voudraient briser les codes, les règles. Cette pression qui vient des autres. Et ignorer de eux-mêmes. Eux, ils veulent, ce peuple-là veut aller vers quelque chose de nouveau. Déjà, ils sont, d'après ce qu'ils disent, ils sont oppressés dans leur pays, en plus ils sont bombardés par un voisin. En sortir de tout ça, ben, ils le ressentent très mal, ils sont vraiment pas bien et ils vont être quand même derrière leurs dirigeants, mais ils leur en veulent énormément parce que le pape est à l'envers. C'est un manque de sagesse. Et on va, avant de conclure, les attentes. Quelle intention ou espoir des dirigeants influent la situation et les événements? Les attentes. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Là, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Deux cartes pour Israël. Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Alors, avec l'étoile ici, ce qu'ils ont l'intention de faire, eh ben, c'est d'aller pousser, parce qu'elle est à l'envers. Hein, non, elle est à l'endroit, pardon. Ils ont l'intention d'être dans une évolution, être dans un espoir que tout soit accepté et que cette guerre continue pour faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Ils ont l'intention de faire le grand Israël. Ah oui. Ah oui, mais il y a le pendu qui est là. Il y a quelque chose qui va les bloquer. Ouais. Ils vont vers un sacrifice. Et le pendu est droit. Alors, les intentions, l'espoir des dirigeants, c'est de continuer. C'est de continuer et d'aller au-delà. Voilà, ils veulent mettre la mainmise. Hein. On les enlève. Maintenant, pour l'Iran, les intentions et les espoirs des dirigeants qui vont influer à la suite des événements. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour eux. Le monde, eux, ils demandent à ce que le monde regarde. Alors, ils sont dans la crainte hein, parce que ici le monde est à l'envers. Hein. Ils ont vraiment les dirigeants, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont eu beaucoup de morts parmi leurs propres dirigeants. Donc, ils sont un petit peu
je vais dire qu'ils sont dans l'impasse. L'Iran est dans l'impasse. Il y a quelque chose qui a ralenti, il y a un doute. Ils ont un doute par rapport à l'hostilité imprévue qu'il aurait, imprévue et prévue en même temps, qui leur est tombée dessus. Donc, alors ça c'est les intentions. Et puis bon, bah... il y a la mort qui vient à l'envers. Alors la mort ici qui est à l'envers, sur le monde, ils ont tellement peur d'être abandonnés, de ne pas être... ils ont peur. En tout cas, avec cette carte-là qui est à l'envers, la mort qui est à l'envers sur le monde qui est aussi à l'envers, je dirais que les Iraniens, eux, ils sont dans l'impasse parce qu'il y a quand même... il y a ce doute par rapport à... Ils ont peur que l'autre partie du monde, les States, l'OTAN, leur fassent leur fête, qui sont vraiment très, très... ils sont pas sereins. Mais par contre, ils vont tout faire pour résister. Pour résister et puis bloquer et puis renforcer leur position. Renforcer leur position. C'est pas bon des deux côtés. Hein. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Par contre, maintenant, on va faire le résultat. Quelle est la trajectoire probable de cette guerre, à court et moyen terme, bien sûr. Et là, on va répondre en général. 3 cartes. La trajectoire probable de cette guerre, à court ou moyen terme. Parce que ça ne va pas être au long terme. La force, donc ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Oui, mais la force là, elle est quand même à l'envers. Il y a quand même de part et d'autre des faiblesses. Hein. Il y a aussi beaucoup d'intolérance. C'est une agressivité qui a été faite impulsivement avec une cruauté dans laquelle on sait le Premier ministre comment qu'il y fait. Ce qui est toujours dur, c'est que c'est toujours un non élu qui fait ça. Hein? Bon, enfin. Le soleil et le pendu. Donc, quelle est la trajectoire probable de cette guerre à court ou au moyen terme? C'est que ça va finir par stopper parce qu'il va certainement y avoir il va y avoir une ouverture, il va y avoir un accord, je vais dire, qui va être poussé par d'autres pays qui vont peut-être se manifester avec, entre guillemets, des menaces, que si ça prend une escalade, eh ben, ça irait très très loin, quoi. Ce que nous ne voulons pas, bien sûr. Sur la force vient le monde qui tourne le dos pour le moment, le monde qui est à l'envers, qui est le monde qui veut... Bon, ils vont essayer de ralentir tout ça, hein. Ils vont essayer de stopper tout ça parce que ça peut amener à une guerre, troisième guerre mondiale. Le doute, il est là. Par rapport à cette hostilité qui est menée là-bas et qui est menée avec force. Sur le soleil, qu'est-ce que je sors? Le soleil, le chariot qui va très très vite. Donc les choses vont s'accélérer et ça va vraiment s'accélérer. Et sur le pendu vient le fou. Une nouvelle ère. Quelque chose de vraiment nouveau. Il faut que je recouvre le fou, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Alors, qu'en est-il? Que ça ne nous emmène pas vers une troisième guerre mondiale. Sur le fou, qu'est-ce qu'il en est sur le fou? Sur le fou, la mort. La mort et l'empereur.
Donc, pour stopper cette escalade. Hein. Parce que l'empereur, en plus, ici, est renversé. Ah, donc, son abus de pouvoir, sa détermination, contrôlée ou non contrôlée, cette rigidité qu'a surtout Netanyahou, c'est surtout un problème d'ego. Hein. C'est ce qui va mettre en faiblesse son propre pouvoir. Ah, parce est-ce qu'il ne va pas dégager? C'est peut-être, c'est fort probable. D'après ce que j'ai pu entendre, il serait parti en Grèce. C'est bien. Il fout la guerre, il s'en va en Grèce. Maintenant, il est libre. Hein. La tempérance. La tempérance et la lune. Alors, la lune qui est ici, qui est droite, la tempérance qui est à l'envers. Donc, on va peut-être un petit peu lui secouer le cocotier à ce Netanyahou. Je pense que les peuples vont se soulever, hein, parce que trop, c'est trop. Puis, il ne peut pas être partout à la fois. Et la lune ici, qui tape dans le... qui est droite d'ailleurs, l'inconscient, il y a un changement cyclique qui va se faire, hein, qui va se faire avec une sacrée influence de la Lune. Alors, la Lune, c'est 3, 6, 9. C'est lunaire, donc qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au lunaire? Ça parle d'instinct, ça parle de compréhension. Est-ce que ça va... En tout cas, question santé, c'est pas tellement... C'est pas... Ça tient au cœur, hein, ça tient au cœur les gens. Hein. Est-ce que ça va durer, cette trajectoire probable de cette guerre? Moi, je dirais un petit peu, oui. Mais elle va être stoppée. Elle va être stoppée. Avec la carte du chariot vient la mort. Il y a un changement inattendu qui va s'opérer et ça va mettre fin à la situation. Hein. Sur le fou, enfin, ça va prouver qu'il y a des abus de part et d'autre, que ce contrôle-là, qui provoque beaucoup d'angoisse, hein, dans tous les pays. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va appeler à la tempérance et qui va se faire dans les jours, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Bon, voilà. Je pense pas que ça aille beaucoup plus loin. Parce que si ça dépasse ça, hein, ça nous emmènera vers quelque chose de... On préfère ne pas y penser. Voilà. En espérant que ce tirage vous a intéressé. C'est très, très, très compliqué. Cette préméditation à ça, c'est pas sympa. On va quand même continuer par rapport au reste du monde, hein, parce que là, on n'a parlé que de 2 pays. Là, il me reste 4 cartes et là, il me reste 4 cartes. Donc, on va les étaler pour le reste du monde, le jugement. Hein. Donc, les gens, ils vont commencer par juger de part et d'autre. Il y a la carte du magicien. Bon, tout le monde souhaiterait, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça soit dans la concrétisation d'une paix durable et que des négociations sont extrêmement nécessaires, hein, pour réunir et puis faire en sorte que les choses s'arrêtent. La justice, le jugement, la justice ici qui est inversée, qui parle d'une injustice qui est faite de ce côté là-bas. Donc cette injustice, cette peine, elle va être vraiment de courte durée. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une dissolution par rapport au projet de M. Netanyahou. Hein.
et l'impératrice. Donc, il y a une puissance étrangère qui va certainement entrer. Bon, ça risque de... faut que ce qui rentre de l'étranger soit pour la paix et non pas de rentrer pour que ça aille vers un conflit, parce que l'impératrice, là, elle est à l'envers. Donc attention qu'il n'y ait pas un retournement de situation qui soit après une provocation mondiale, hein. Sur le jugement vient le soleil, donc beaucoup de choses vont être mises en lumière, vont être mis en lumière. L'impératrice se ressort encore une fois ici, mais ici, elle est droite, l'impératrice. Et l'impératrice droite, c'est la fertilité, c'est la discussion, c'est la justice. Hein, sorti 2 fois la justice. Attention, les amoureux, donc il y a certains pays qui vont peut-être lâcher... Je vais dire, je vais pas rentrer dans des détails, je vais dire que les alliés des uns et des autres, il y a certains alliés qui vont un petit peu se lâcher. Ils vont lâcher ce qu'ils soutiennent depuis longtemps. Parce que là, allez, les amoureux qui est à l'envers, c'est vraiment une incompatibilité avec ce qui se passe. Hein. Et puis bon, là, je dirais même, peut-être même aller jusqu'à une rupture. Aller à une rupture, et puis il y a les amoureux qui sont à l'envers et l'étoile qui est à l'envers aussi. Donc l'étoile qui est à l'envers, cette guerre n'emmène à rien. Pourquoi? Parce que ça emmène à une incertitude, à une méfiance, à un déséquilibre et une désillusion. Donc il faut que ça s'arrête vite, 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 sinon on va vers une escalade mondiale. Voilà.